Voilà, le stream est lancé. Super, ça y est, donc feu vert, on peut y aller? Oui. Ok, super. Alors Patrick, tu nous accueilles. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots, introduire cette conférence et puis voilà, est-ce que tu veux nous dire quelques mots en tant qu'hôte? Rapidement. Oui, alors déjà, merci d'être venu pour ce festival, mais surtout merci pour Ravenne, parce que c'est Ravenne qui a tout organisé. Moi, j'ai strictement rien fait. En fait, je suis resté en bas sur mon île en attendant. Et vraiment, elle est très très précise quand elle organise quelque chose, et je peux vous dire très angoissée. Mais bon, en fait, ça se passe toujours bien et c'est toujours parfait, donc il n'y a pas de problème. Et en même temps, trop vite. Oui, encore. Et en même temps, je voulais aussi parler d'art brut, puisque c'est une conférence sur l'art brut. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'étais jeune, j'adorais l'art brut. Et puis après, je ne m'y suis plus beaucoup intéressé. Et là, tu m'as dit que tu faisais une conférence sur l'art brut. Et d'un seul coup, il s'est passé des choses. C'est une sorte de coïncidence. C'est-à-dire, vous savez qu'en bas, pour ceux qui sont venus, il y a l'artistique qui est reproduit en bas. On a d'ailleurs le conservateur de l'artistique qui est parmi nous, conservateur de l'artistique en réel, Éric Léon. Et il y a une expo à moi qui est là. Il y a aussi une salle de théâtre où on a fait une conférence et Ravenne avait fait un set de DJ. Et le 5 et le 6, il y a un festival de l'art brut, un festival d'art singulier qui s'appelle Orchamps, qui a lieu chaque année à Nice. Et on m'a demandé du coup d'écrire un texte sur l'art brut. Alors c'est assez amusant. Donc du coup, je leur ai dit qu'il y avait une conférence sur Henri Darger sur l'île Moya. Ils étaient assez surpris. Et voilà. Et donc j'ai commencé à penser justement à ça. Et en plus, je me suis aperçu que le sponsor de ce festival d'art brut était aussi le sponsor de mes îles. C'est la Franco-Anglaise d'assurance qui a été pendant un temps sponsor des îles Moya. Il y a toujours le logo de la Franco-Anglaise d'assurance sur mon île. Et donc quand j'ai écrit ce texte, au début j'ai écrit un peu naïvement un texte sur l'art brut en me disant ce que je pense de l'art brut. Et puis après j'ai lu des textes sur l'art brut et je me suis aperçu que j'avais dit exactement la même chose. Et j'avais dit quasiment la même chose que le créateur de l'art brut, du terme art brut qui est Dubuffet. Et finalement, je vais orienter le texte en disant que peut-être aujourd'hui, il y a moins de personnes autodidactes puisque tout le monde étudie l'art à l'école finalement. Tous les enfants étudient l'art. Et que peut-être il faudra chercher les futurs artistes d'art brut dans les mondes virtuels, dans les jeux vidéo, des gens qui construisent des mondes en fait. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Chappie si elle était d'accord pour entrer dans l'art brut parce que Chappie a 16 îles sur OpenSim et elle construit des mondes géants. C'est une sorte de facteur cheval de Second Life. Et donc, du coup, il y en a certainement d'autres, mais après, il faut leur demander parce qu'il faut accepter aussi de faire partie de l'art outsider et de l'art brut. Voilà. Et donc, je te laisse à cette conférence et peut-être que nous serons dans un monde qui est le futur de l'art brut. Voilà. À bientôt. Merci, Patrick. Alors, je te remercie, Patrick. J'ai un souci technique. Il fallait évidemment que ça arrive maintenant. J'ai un souci technique avec mon PowerPoint. Je vais essayer de faire fonctionner. Je vous demande 1 minute. Alors, qui n'est pas mon unique support, hein, j'en ai pas. Mais enfin, c'est mieux, on va dire. Il n'y a rien à faire. Et il marchait très très bien. Il faut savoir qu'il y a 2 heures, il marchait parfaitement bien. Mais il n'y avait aucun problème. Ah, mais c'est toujours comme ça. Mais il marchait vraiment, enfin, les images, le chargement, il marchait vraiment impeccablement bien. La loi de Murphy, quoi. Oui, complètement, mais là, je lui en veux un petit peu à la loi de Murphy. Bon, mais je vais faire 100. Bon, bah, écoutez, je vais faire 100. Voilà, donc c'est parti. De toute façon, vous avez il y a des images que j'ai sélectionnées, que vous avez sur les murs autour de vous, tout autour de vous. Ils sont autant d'exemples de ce dont je vais parler. Mais j'avais préparé des PowerPoint extrêmement, des slides extrêmement précises par rapport à chaque propos. Tant pis, rien n'est parfait. Alors, c'est une conférence sur l'art brut, mais bien sûr, l'art brut étant fond, mais plus profondément, c'est une conférence sur Henri-Joseph Darger, de Chicago, né en 1892 et décédé en 1973, dont j'ai croisé l'œuvre démesurée au musée d'art de Lausanne en 2018. Et nous allons aborder les multiples univers et dont nous allons étudier quelques croisements entre univers réel et univers fictif. Alors, Henri Darger, c'est l'étrange histoire d'un homme pris dans les tempêtes du XXe siècle. D'apparence placide, il laisse une œuvre émouvante, violente, belle, colorée, acidulée,
tant écrite que plastique, qui faillit être jetée et qui faillit ne jamais être montrée à un quelconque public. Désormais connu pour être une figure des arts bruts et outsider, il n'en aura jamais rien su. Et pour cause. Les 3 S, silence, secret et solitude, marquent la vie de ce personnage passé à travers l'histoire comme le témoin universel d'une fiction. Ainsi, entre art outsider et art brut, son œuvre n'est pas facile à classer. D'ailleurs, cela importe-t-il, pourrait-on se demander, quand il suffit de se laisser aller à se fondre dans son univers. Pourtant, chercher à comprendre le contexte social, historique, médical, institutionnel, à travers le prisme de son œuvre, et sur lequel cette dernière est fondée, se révèle extrêmement heuristique. Dans cette perspective, il est pertinent de se questionner sur son appartenance artistique, avec une question que je ne résoudrai certainement pas aujourd'hui et que je n'essaierai pas de résoudre, c'est peut-on lui en assigner une autrement que rétrospectivement, avec tout le défaut et tous les biais qui sont posés sur la rétrospection. Alors, on va commencer par introduire que représentent ces 2 courants, art outsider et art brut, et à quoi font-ils appel. D'inspiration divergente, l'art outsider, s'il peut être défini comme une contrepartie anglo-saxonne de l'art brut, ne peut absolument pas être réduit à une simple traduction de ce dernier. Parce qu'en effet, il reflète une réalité historique de créateurs et de réseaux anglo-saxons, essentiellement développés entre 1972 et 1990, à travers des ouvrages, mais aussi des revues, des associations, des expositions, et dont les origines sont liées à la parution de They Thought Themselves, American Primitive Painters of the 20th Century, de Sidney Janis, et qui est paru en 1942. L'art brut, défini en 1945 par Jean Dubuffet, renvoie, lui, à une tradition d'études médico-socio-philosophiques sur l'art des fous, également appelé art schizophrénique. Sont désignées par cette expression les productions de personnes autodidactes et souvent en marge de la société et ou hospitalisées, internées ou emprisonnées. Dubuffet a regroupé certaines de ces productions au sein de la collection d'art brut à Lausanne. L'expression même, art brut, renvoie à sa collection de pièces artistiques, essentiellement issues de l'art de prisonniers, reclus, mystiques, anarchistes ou révoltés. Donc on ne peut pas réduire son intérêt pour l'art à l'art des fous, ni même en limiter les bornes historiques à 1945. Dès 1922, Dubuffet s'intéresse aux analyses du docteur Hans Prinzhorn, connu pour avoir rassemblé plusieurs milliers d'œuvres de personnes hospitalisées et constituant un musée d'art pathologique à Heidelberg, au sein de la clinique qu'il dirigeait. Hans Prinzhorn s'intéresse également à l'exposition du docteur Morgenthaler, médecin-chef de la clinique de Waldow, près de Berne, et en 1914 découvre le talent artistique d'un patient, Adolf Wolfli, qui est d'abord prisonnier, puis interné durant des années et jusqu'à son décès, tardivement au XXe siècle, quand les personnes sont internées en structure asilaire, elles n'en sortent que par le cimetière de l'institution. L'ouvrage de Prinzhorn, Expression de la folie, est donc consacré à l'étude des œuvres plastiques produites par des sujets souvent diagnostiqués schizophrènes dans cette période du premier tiers du XXe siècle. C'est le diagnostic qui est le plus souvent attribué facilement jusqu'en 1940. L'intérêt pour le langage symbolique de l'aliénation n'est pas nouveau. Dès 1880, Lombroso publie en Italie De l'art des fous. Et Maximon publie en 1888 les dessins et les écrits des aliénés. L'originalité des recherches de Prinzhorn, qui publie donc en 1922, donc premier tiers du XXe siècle, réside non seulement dans le volume des pièces étudiées, qui sont de plusieurs milliers, mais également dans le fait qu'il ne considère pas ces œuvres comme des manifestations psychopathologiques, mais comme les éléments d'un courant artistique à part entière. Il décrit, voire rend nécessaire, l'appropriation par l'art, en général, de ce qu'il appelle l'art schizophrénique. Il n'hésite pas à rapprocher de l'art expressionniste allemand, le fauvisme ou le cubisme. Ainsi, en décrivant la schizophrénie comme une grande tendance du comportement humain et en déconstruisant la modélisation pathologique,
Il l'a déconstruit en tant qu'entité clinique pour en faire un mode de fonctionnement psychique qu'il pense être à l'origine de comportements hors normes, exceptionnels ou artistiques. C'est ici que se situe le point de jonction avec la création artistique marquée par l'abandon d'un mode de pensée rationaliste et utilitaire imposé par la civilisation pour une pensée sauvage telle qu'elle est fantasmée, telle qu'elle est représentée dans les années 1920. Commune aux primitifs, aux enfants, aux artistes et aux fous, et culminant chez les artistes fous. L'art schizophrénique est considéré ainsi comme le plus sauvage. Jean Dubuffet s'inscrit dans le courant de pensée selon lequel la folie est une dynamique de l'humanité et intègre l'art brut, improprement assimilé à l'art des fous, à un courant artistique issu de réseaux divers, de méthodes variées et surtout non officielles. C'est dans cette perspective qu'il insiste sur la diversité des maladies mentales, récusant la notion d'art pathologique qui s'opposerait à un art sain, ce qui l'amène à déclarer, non sans avec un certain humour, il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des dyspeptiques ou des malades du genou. Ou, plus sérieusement, 1986, nous entendons par conséquent considérer des mêmes yeux et sans faire de catégorie sociale les travaux dus à des auteurs réputés sains ou réputés malades. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler une passionnante thèse soutenue par Lydia Coué en février 2020 sur « Soigner la folie et collectionner l'art des fous ». L'art asilaire au XIXe siècle, archéologie de l'art brut. Alors j'avais mis tout ça sur les slides parce que j'avais mis les liens. C'est une thèse qu'on trouve très très facilement en ligne. Et si vous avez besoin de références, de toute façon derrière, je pourrais tout à fait facilement vous les redonner. Ainsi qu'une autre thèse, la thèse du romancier Xavier Maumejean, L'invention d'Henri Darger, qui en est un spécialiste et qui est également l'auteur de Henri Darger dans les royaumes de l'irréel. Alors, le décor est posé. Commençons notre voyage dans cette œuvre aussi hors norme qu'émouvante. Henri Darger occupe entre 1930 et 1973 une chambre au 851 Webster Avenue à Chicago, que lui louent Nathan et Kyoko Lerner. Nathan Lerner étant connu comme un artiste et photographe ayant ancré la ville de Chicago dans une culture visuelle singulière. Dans cette pièce, qui est qualifiée de grotte miraculeuse, 15 000 feuillets vont être trouvés après le placement d'Henri Darger en maison de retraite. 15 000 feuillets intitulés « The Story of the Vivian Girls in what is known as the realms of the unreal of the Glandeco-Angelinian War Storm caused by the Child Slave Rebellion » ou en français « L'histoire des Vivian Girls dans ce qui est connu sous le nom des royaumes de l'irréel » et de la violente guerre glandéco-angélinienne causée par la révolte des enfants esclaves. Ces 15 000 feuillets sont découverts après la mise en pension donc dans une maison retraite d'Henri. Il s'agit du récit épique d'un combat entre des enfants et des adultes, souvent tortionnaires, militaires, capables des plus affreux crimes. Ce récit est illustré par plus de 300 compositions, aussi incroyables que virtuoses, faites à partir de décalques, de magazines récupérés, de découpages, de cartons, de collages divers. S'y trouvent également quelques 15 000 pages autobiographiques, des récits météorologiques, je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. En tout, plus de 33 000 pages et des œuvres picturales de plusieurs mètres de long, conçues comme une bande dessinée en taille réelle, sont laissés au couple Lerner comme déchets par Darger. Puisque Darger, il travaille vraisemblablement la nuit, je vais revenir aussi là-dessus, puisqu'il est homme de peine dans un hôpital le jour, et il y travaille dans le plus grand secret et la plus grande solitude. Donc c'est laissé pour que le couple Lerner les jette, s'en débarrasse et récupère leur chambre pour la relouer. Alors, quand je dis 33 000 feuillets et plus de 300 compositions, il faut imaginer que cette chambre, c'est une grotte. D'ailleurs, elle est qualifiée de grotte miraculeuse. Ça revient comme expression, mais c'est une grotte, tout est encombré. Ce
qu'ils ont trouvé, c'est un lit totalement encombré. Enfin, Darger devait vraiment très peu dormir. Tout est encombré, tout est plein de matériaux récupérés pour faire ses compositions, de feuillets, de feuilles volantes. Donc il faut imaginer vraiment un atelier dans une pièce extrêmement petite qui ouvre sur un univers totalement illimité, qui ouvre sur un univers à la fois cruel et merveilleux, qui n'a pas de limite. Marqué par des corps d'enfants dénudés, torturés, hermaphrodites ou au contraire asexués, le scandale de ces œuvres ne tarde pas à éclater. On est en 1973, à 1972-73, quand le couple Lerner-Darger va mourir assez rapidement, quand le couple Lerner récupère ses œuvres. Et donc c'est des œuvres qui ne tardent pas à faire éclater des scandales, mobilisant des analyses telles que celle de John McGregor, qui, assez tardivement, dit de Darger, d'un point de vue psychologique, la psyché de Darger est sans doute l'esprit d'un tueur en série rendu visible. Ou encore, l'art de Darger est issu de l'esprit d'un tueur en série. Alors, c'est très significatif de la représentation qu'on a de l'œuvre de Darger avant de rentrer dans les écrits, sachant qu'il est très difficile de pénétrer ses écrits. C'est long, c'est fastidieux, et la tournure d'esprit de Darger fait que ça fourmille de détails extrêmement pointilleux, et parfois dont on se demande de détails météorologiques, de détails métriques, de détails géographiques, qui peuvent vraiment amplement perturber la lecture de ce très vaste récit. Parallèlement au choc produit par ces œuvres, le couple Lerner est persuadé de sa valeur, et persuadé de sa valeur d'un point de vue humain. Le couple Lerner sont très certainement, si on ne peut pas dire qu'ils sont les amis de Darger, parce que Darger est un personnage dont on va un petit peu explorer la psyché, ce qui est nécessaire pour rentrer dans son œuvre. Mais donc sans dire que ce sont des amis, ce sont en tout cas des personnes qui refusent de lui augmenter son loyer, qui refusent que soit chassé ce marginal un petit peu bizarre qui ne sait parler que de la météo quand il rencontre ses voisins. Et ce sont des soutiens. Donc, Nathan Lerner particulièrement est persuadé de la valeur humaine de cette œuvre et du fait qu'il faut la sauver, qu'il faut en faire quelque chose, et il va se mobiliser avec sa femme Kyoko pour aller dans ce sens-là, considérant cette œuvre tous deux comme prodigieuse. Donc, de potentiels tueurs dans les développements de la conscience culturelle du dernier tiers du XXe siècle au début du XXIe siècle, de tueurs potentiels, Darger devient progressivement le protecteur symbolique de l'enfance, anéanti par la violence sociétale qu'il décrit dans ses textes et dans ses tableaux. Cette évolution du regard qui lui est porté ne se fait pas on-off, ne se fait pas en un clic, mais elle passe par l'organisation de communication, d'études, de thèses ou encore d'expositions importantes. En septembre 1977, une première exposition lui est ainsi consacrée à l'initiative de Nathan Lerner au Hyde Park Center de Chicago. L'endroit étant connu pour privilégier les artistes à la marge. En 1979, le Museum of Contemporary Art of Chicago l'expose également, et cette même année, il figure dans Outsider and Art Without Precedent of Tradition, présenté par l'Arts Council of Great Britain à la Harvard Gallery de Londres. Roger Cardinal, qui en est l'un des responsables, et qui est un de ceux qui a fortement développé le concept d'outsider art, hésite à classer Darger dans cette catégorie en raison de réserves dues à la nature culturelle de ses sources. Et on retrouve ces tensions entre appartenance à l'art outsider ou à l'art brut. Sans doute ce point participe-t-il au fait que l'exposition dans les royaumes de l'irréel, qui se tient en 1996 à la collection d'art brut de Lausanne, classe Darger dans la catégorie art brut. L'exposition en 2015 au musée d'art moderne de la ville de Paris valide cette appartenance. En 2008, ces œuvres s'installent dans une pièce reconstituée, qui reconstitue donc la grotte miraculeuse que lui louait Lerner, dans une pièce reconstituée au Chicago des Henry Darger Room Collection à l'Intuit. La semaine prochaine,
et là on peut guère faire plus proche, le 19 mai s'ouvre l'exposition Henri Darger, Jeux de guerre, qui dure jusqu'au 28 novembre 2021 au Musée d'Art moderne de Paris. Retournons-y vous tous. Parallèlement, depuis le 12 avril, peut être écouté sur YouTube Outsider Inspired by Henry Darger, un projet musical et transmédia coordonné par le MAM et Philippe Cohen-Solal. Les mots et l'imaginaire singulier, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Henri Darger, ils sont mis en musique par Solal, qui vient de Gotham Project, et Mike Lindsay de Tung, au fil d'un album luxuriant. Ainsi, le début du XXIe siècle marque la reconnaissance du dargerisme, ainsi qu'une Solal générale des troubles de l'enfance dans le cadre de l'histoire de la psychiatrie américaine, que je vais développer. Du point de vue de la vie et de la personnalité hors norme de l'artiste, les hommages rendus à son œuvre participent au développement sociétaux du concept de neurodiversité, conçu pour reconnaître les singularités cognitives et comportementales, autrefois et très récemment, jusqu'à la fin du XXe siècle, attribuées à des pathologies mentales et sources d'internement sans fin. Je bois un peu. On y va. Ainsi, le jeune Henri perd sa mère en 1896. Elle meurt en donnant naissance à sa sœur, qu'il ne connaîtra jamais car elle est adoptée, son père n'étant pas en capacité physique de s'en occuper. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans son œuvre, écrite comme graphique. Il gardera l'angoisse de la croiser et d'entretenir une relation avec elle sans être en mesure de l'identifier. Plus largement, et bien au-delà de ça, il gardera l'angoisse de la maltraitance des fillettes et la résolution fictive de ces traumatismes est décrite par le biais de leur rébellion armée. Son père s'en occupe jusqu'en 1900, année durant laquelle il est placé au sein de l'Institut catholique Our Lady of Mercy. Alors son père n'a pas pu, sa femme décède, il ne peut pas s'occuper de la petite sœur qui naît, qui est mise en adoption à l'extérieur de la famille, et en 1900, le jeune Henri est placé dans un institut catholique. Il est entouré, il a une marraine, il a des oncles, il a des tantes, mais aucun ne souhaite le recueillir, s'estimant peut-être trop âgé pour prendre en charge un enfant qui est déjà décrit comme turbulent. 4 ans plus tôt, la mort de Rosa Darger voit la mise en adoption extérieure à la famille de sa petite sœur. De fait, au mois de juin 1900, Darger est conduit à l'Institut catholique. Les premières mentions d'une folie supposée datent des années entre 1900 et 1904 et se retrouvent dans ses mémoires publiés en français sous le titre « L'histoire de ma vie », page extraite de « History of my life ». Il se trouve ostracisé par l'ensemble de ses camarades et plus largement du personnel. Il nourrit une violence intérieure dont il parle dans ses récits autobiographiques à l'égard de ceux qu'il considère comme ses tourmenteurs et adopte en public des comportements répétitifs, étranges. Par exemple, il effectue certains mouvements de la main gauche comme s'il neigeait, qui le confirment comme fou aux yeux des autres. Et il souffre vraisemblablement de gestes répétitifs proches de troubles obsessionnels compulsifs, destinés à canaliser les angoisses. Dans sa perception de lui-même, dans ce qu'il dit de lui-même, Darger estime qu'il est bien plus en avance qu'aucun autre résident, se considérant doué pour les mathématiques, ayant une passion pour les chiffres longs et se considérant doué pour la lecture et la compréhension générale. Néanmoins, quand on lit, il se désigne par 6 fois comme crazy dans History of My Life. Il considère ces années comme de tristes souvenirs, il le dit. Pour moi, c'est un triste souvenir. Si je savais où aller pour être soigné ailleurs, je me serais sûrement enfui. On est avec un enfant de 7 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui souffre d'un éloignement, d'un enfermement et d'une difficulté, d'une impossibilité à communiquer avec son entourage. La pratique de l'onanisme en public
qualifié de self-abuse par les docteurs qui l'examinent, provoque son internement en 1904. Il séjourne plus de 7 ans à l'Institut Lincoln, Illinois, réputé pour la sévérité des traitements que les jeunes internés y reçoivent. Il tente de s'en évader à plusieurs reprises, bien qu'il ne témoigne pas. J'ai croisé les mauvais traitements qui ont été trouvés au Lincoln Institute avec les pages dans lesquelles il en parle. Il ne témoigne pas de mauvais traitements subis lui-même. Il écrit, par exemple, « J'en suis venu finalement à apprécier l'asile. La nourriture était bonne et abondante. » Alors, petite synthèse historique, cette institution est fondée en 1877 sous le nom Asylum for Feeble-Minded Children. Il devient la Lincoln State School en 1954 et adopte son nom définitif en 1975. Elle est fermée en 2002, j'ai envie de dire très récemment, après des rapports officiels faisant état d'abus, de négligence et de décès. Alors, les mauvais traitements apparaissent peu, voire pas du tout dans les textes de Darger, mais ils sont au contraire extrêmement visibles dans ses œuvres, tour à tour métaphoriques et surnaturels, ou au contraire directement liés aux abus commis par les adultes et pouvant aller jusqu'à la mise à mort, avec des petites filles pendues, des scènes de pendaison, assez nombreuses en fait, des scènes de pendaison qui est un motif qui est assez récurrent. L'or que vous avez d'ailleurs sur le mur à ma gauche. Lors d'une de ces fugues, oui à ma gauche ou presque, bon, lors d'une de ces fugues en 1908, il est témoin d'une puissante tornade. Vous allez me dire pourquoi est-ce important ? La météorologie chez Darger est un point extrêmement important. Alors symbolique, il y a toujours des tempêtes, le tonnerre gronde, et même quand tout va bien, en fond de ces tableaux, les éclairs approchent, l'orage va éclater, le tonnerre gronde. La météo est extrêmement importante. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il écrit quand même plus de 5000 feuillets pour faire le journal météo quotidien et rectifier les erreurs des prévisions et des bulletins météorologiques. Donc c'est une véritable passion qu'il nourrit pour la météorologie, pour les prédictions météorologiques, les anticipations et pour ces menaces naturelles qui éclatent et dont il essaye de voir les prémices. Donc cette puissante tornade laisse des traces prégnantes dans l'imaginaire de Darger, comme en témoigne le motif récurrent de la tempête à l'intérieur de ses tableaux. Une tempête d'ailleurs souvent hybride, mi-humaine, mi-atmosphérique, qui témoigne à la fois d'une violence sociétale et d'une violence naturelle, et souvent représentée comme une menace à venir. Dans la littérature secondaire, on voit énormément d'essais diagnostiques consacré à Darger pour qualifier son comportement de l'enfance à l'âge adulte. Alors, j'ai pu lire tour à tour les étiquettes schizophrénie. Alors, ça dépend un petit peu de l'époque et de la maladie qui est à la mode et qui est le plus attribuée. Donc, on peut lire schizophrénie, syndrome de Gilles de la Tourette, psychopathologie ou au contraire normopathologie, c'est-à-dire être tellement suradapté que vous êtes en permanence sur le comportement qui est attendu de vous ou que vous pensez qui est attendu de vous par l'environnement. Et si le petit Henri avait simplement été différent? Et si cette différence cognitive, dans le contexte de la psychiatrie américaine des années 30-60, avait fait obstacle à toute tentative de soins? En effet, la rareté des diagnostics pour autisme, posée par Léo Kanner en 1943, en limite l'application aux enfants de familles aisées, seuls à pouvoir accéder aux consultations du célèbre psychiatre et des autres célèbres psychiatres de cette époque. Il faut également attendre la fin du XXe siècle pour que l'autisme soit étendu aux adultes. Ainsi, l'origine sociale de Darger l'exclut enfant de tout autre diagnostic que l'arriération ou la faiblesse mentale, qui est appliquée aux enfants des classes populaires de façon extrêmement générale, tandis que sa vie d'adulte l'exclut d'une pathologie qui est restreinte à l'enfance. L'autisme est étendu à l'adulte en 1983, quand, dans son article intitulé « Can an adolescent or adult have autisms ?», Eric Schopler attire l'attention sur la nécessité de dépasser la notion d'autisme infantile, initialement développée par Kanner, or Darger mort en 1973. Avec son goût prononcé pour les nombres longs,
la météo, les trajets, les cartes des villes. C'est parfois un petit peu pénible quand il décrit. Je pense que maintenant, si je vais à Chicago, je peux tout à fait me repérer au nombre de pas qu'il faut faire pour aller d'un pâté de maison à un autre. Autant de critères, donc le goût des nombres longs, l'amassement de données météorologiques, sont autant de critères ajoutés pour décrire le spectre autistique en 1987 dans le DSM-3 révisé, dans lequel on trouve par exemple amassé des faits sur la météorologie. Il est appareillé que dans un autre contexte, sa prise en charge aurait été bien différente. Alors voici par exemple ce qu'il écrit, page 54 de l'histoire de ma vie. Je me souviens des grandes tempêtes de neige de 1912, de celles du 26 et 27 mars, il y a une passion des dates aussi, de celles du 26 et 27 mars 1930, et aussi avant cela, d'une en 1918. J'en ai vu ici aussi 2 autres d'importance, y compris celle du 26 janvier de cette année. Je ne vais pas être exhaustive sur ces descriptions de dates et de tempêtes qui y sont associées, je crois que nous partirions tous dormir. Dans un autre passage, qui est un tout petit peu plus loin, pour vous donner un exemple de repérage métrique, de sa passion pour les cartes citadines, qu'on va retrouver tout à l'heure dans certaines descriptions de son œuvre textuelle. Donc je lui redonne la parole. Je voudrais bien écrire quelques mots de la distance qu'il me fallait parcourir à pied pour m'y rendre. Il parle de l'hôpital où il est. Alors, je devrais dire homme de ménage, je dirais homme de peine, tellement le travail y est difficile. Les hivers les plus rudes où je dus m'y rendre à pied étaient ceux de 1924 et 1927. Il fallait longer 6 pâtés de maison vers l'est, jusqu'à l'Arabie Street, puis un long pâté de maison vers Grand Place, puis 3/4 d'un pâté de maison sur Grand Place jusqu'à l'entrée principale. Si un jour vous allez à Chicago, achetez l'histoire de ma vie, je pense que ça vous donnera déjà quelques repérages. Darger est donc admis le lundi 28 novembre 1904 au sein de ce qui s'appellera plus tard l'Institut Lincoln. Dans son autobiographie, il évoque les noms de différents responsables. Le docteur Hart qui dirige le Lincoln, le docteur Caldwell qui supervise l'aile dévolue aux patients de sexe masculin, un surveillant qui s'appelle O'Neill. Ce qui est étrange, ce n'est pas sa mémoire des noms, il a une hypermnésie du détail. Donc ce qui est étrange, ce n'est pas cette mémoire des noms, c'est que dans les archives, ces différentes personnes ne sont enregistrées dans les rôles du Lincoln qu'à partir de 1907. Or, Darger y arrive en 1904. Qu'en est-il des 3 années manquantes? Darger aurait-il oublié les noms des précédents responsables? C'est peu probable, étant donné sa mémoire. Les épisodes biographiques relatifs au Lincoln, donc dans la vie réelle et plus dans son autobiographie, laisse à penser que ces noms sont associés à des drames et à des incidents. Il cite donc, sans parler d'abus directement, il cite donc les noms des responsables qui ont été mis sur le devant de la scène au moment où il y a eu des morts évitables, des mauvais traitements et des accidents qui sont devenus officiels. Il est donc possible d'envisager que les 3 premières années, de 1904 à 1907, se sont déroulées dans un calme relatif, ce que semble corroborer ses propos. Passé le choc initial du placement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le garçon en vient à apprécier l'endroit. Probablement s'agit-il d'une manière d'adoucir un contexte déplaisant. Voici ce qu'il écrit. « Mon séjour là-bas a duré un bon nombre d'années et s'est déroulé sans incident, mais avec beaucoup de travail. J'ai été occupé, à part ma scolarité, par mon intérêt pour les grands nombres et les tempêtes d'hiver. » C'est marotte. Si on croise ces mentions de personnes travaillant au Lincoln en 1907 avec les éléments connus qui s'y déroulent cette année-là, elles marquent l'année 1907 un tournant dans le devenir de l'Institut. Cela à la suite d'accidents graves. Par exemple, un pensionnaire âgé de 8 ans est mordu par des rats au bras, l'abdomen et a une grave infection. Un travailleur municipal qui loge à l'asile se castre et décède 4 jours après. Le même mois, une patiente, après être restée trop longtemps dans un bain brûlant, donc c'est les techniques de l'époque pour soigner avec des guillemets en fluo et énormes les malades, est gravement brûlée. Sa peau se détache en lambeaux, elle meurt 1 semaine après, sans doute d'une infection généralisée. Le docteur Hart, celui-là même que Darger nomme, qui est l'administrateur général, se défend en arguant de la résistance à la douleur des enfants, ce qui nécessite d'après lui une escalade dans la douleur qui est infligée par les soins. Mais c'est un incident survenu le 23 décembre qui va entraîner un profond bouleversement.
un enfant, un jeune homme épileptique de 16 ans s'effondre sur un radiateur, il reste, il est brûlé sévèrement à l'oreille gauche, au visage, et si je ne me trompe pas, non seulement il en garde des cicatrices à vie, mais en plus il en reste sourd. Son père le retire, il est examiné par un docteur que choque ses blessures, et son père obtient la création d'une commission d'enquête le 14 janvier 1908. En 1908, Darger fait sa 3e tentative d'évasion. Il parvient à regagner Chicago, il y trouve l'aide de sa marraine. Et sa marraine lui trouve un emploi de portier dans un hôpital catholique où il travaillera jusqu'à sa retraite en 1963. En 1909, c'est le papa de Darger qui décède. Et Darger témoigne dans des textes assez poignants de ses difficultés pour en ressentir une émotion ou pour savoir quelle émotion il devrait ressentir à ce moment-là. À partir de 1909, il règle sa vie selon un emploi du temps qui sera immuable. Catholique, il assiste à la messe jusqu'à 5 fois par jour. Il collectionne et amasse des restes matériaux de toutes sortes, jouets, figurines religieuses, images de saints, pelotes de ficelle, magazines, bandes dessinées. Souvent qu'il récupère dans les poubelles, parce que Darger est un travailleur pauvre, et souvent qu'il est sans doute pour réaliser ses œuvres, donner corps à la densité de son univers intérieur. Il consigne également, quotidiennement dans un journal, l'état de l'atmosphère et les erreurs commises par les météorologues. Cette vie de réclusion et de solitude n'est connue comme étant infléchie que par sa relation avec le couple Lerner et la seule amitié qu'on lui connaît avec William Scholder. Lui-même se décrit comme coléreux et oublieux de ses sautes d'humeur. Il y a continuellement cette idée de « j'ai pas dû être gentil, mais je ne vois pas pourquoi ». Ou alors « cette personne m'en veut, j'ai dû lui faire quelque chose ». Ou alors des propos tels que, je cite, « que le ciel protège celui qui oserait m'humilier ». Une agressivité de fond, une colère de fond qui se trouve très très bien dans ses toiles. Ou j'ai oublié de raconter que lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais mécontent pour une raison ou une autre, je brûlais des images saintes et frappais de mes poings le visage du Christ sur les images. Je suis horriblement coléreux. De la réalité ressentie par Darger à son monde imaginaire, des ponts se forment. Maintenant relier les deux uniformes, le réel et l'irréel. La douceur acidulée de l'enfance jouxte la guerre, la violence, la révolte de ceux à qui on vole leurs tendres années. Des thématiques présentes dans sa vie qui se font écho dans son œuvre, comme autant de cris muets sur le fait que les adultes ne l'aient pas protégé enfant et autant de peur pour tous ceux qu'il ne peut à son tour protéger. La taille de ses compositions, des bandes dessinées, grandeur nature, favorise cette représentation d'un homme vivant entre deux mondes, d'un passeur d'émotions qui, faute de pouvoir les exprimer dans sa vie, les représente, les met en scène dans une fiction qui se déroule sur une planète imaginaire, relatant une guerre interminable, ayant pour origine la rébellion d'enfants tenus en esclavage par ceux qu'il appelle les glandéliniens, que va combattre la notion d'Abiania. Darger transcrit sa saga écrite dans des peintures dont les Vivian Girls sont les héroïnes, les chefs de la rébellion. Devenu homme de ménage dans les hôpitaux de Chicago, il se montre sa vie durant suradapté à ce qu'il pense qu'on attend de lui. Lerner témoigne de sa tranquillité, de sa conversation succincte, toujours sur le temps, de son aptitude à travailler, à payer son loyer. Une sorte de normopathie qui lui permet de passer totalement inaperçu, sauf peut-être relativement au nombre d'ampoules grillées qu'il demande à ses propriétaires de changer. C'est pour l'anecdote. Quand, durant les années où les Lerner lui louent la chambre, ils ne font pas attention au fait, en tout cas ils n'interprètent pas le fait que Darger est le locataire qui leur demande le plus souvent de changer des ampoules grillées. Quand Nathan Lerner va découvrir l'œuvre de Darger, il va comprendre qu'avec les 12 heures par jour qu'il travaille dans les hôpitaux, c'est probablement la nuit qu'il fait ses compositions écrites et picturales. Et là, ils vont relire rétrospectivement le nombre d'ampoules qu'il leur a demandé de changer. C'est pour l'anecdote. La seule mention, alors que j'ai pu trouver, je crois que peu de monde ont lu
toutes les pages assez indigestes rédigées par Darger, mais la seule mention d'un quelconque penchant créatif dans la vraie vie apparaît dans un passage autobiographique dans lequel il se plaint des douleurs articulaires chroniques qui l'accablent à la fin de sa vie et puis qui provoquent son placement en maison de retraite puisqu'elle l'empêche d'avoir toute autre activité. Il écrit « Pour aggraver les choses, je suis maintenant un artiste. Je l'ai été pendant des années et je peux à peine me tenir sur mes pieds à cause de mon genou pour peindre sur le haut du long tableau. » Alors, son récit, qui fait 15 143 pages, accompagné de 300 compositions, faites d'aquarelles, de dessins, de collages, donne naissance à une œuvre que je trouve marquante, profonde. Ces petites filles, représentées souvent pourvues de sexe masculin, prennent place dans un éternel combat entre les forces du mal et du bien. Si l'œuvre est marquée par le massacre d'enfants, les révoltes comme les tentatives d'évasion, vous avez je vais peut-être pas tenter, si, à ma gauche cette fois, la tentative d'évasion avec les tapis, que j'adore. Donc, les révoltes comme les tentatives d'évasion sont représentées non sans une certaine malice qui est propre aux enfants. Comme dit plus haut, la place de figures féminisées est prégnante à travers les aventures des filles de Robert Vivian, les Vivian Girls, les 7 princesses du royaume d'Abyania. Celles-ci sont en proie aux attaques répétées de John Manley, qui est la tête du domaine de Glandelia, et qui menace de réduire en esclavage tous les enfants d'Abyania. Les 7 sœurs sont à la tête d'une rébellion, aidées par les légions de fillettes prêtes à en découdre. Parmi ces vaillantes petites filles, on trouve de géantes créatures que vous avez sur les murs, aux ailes de papillon, qu'il appelle les Blengins. Leur corps, couvert d'écailles, se termine en queue pointue. Le reste du bataillon se compose de jeunes filles. Nombre d'entre elles sont sacrifiées à la barbarie, éviscérées, étranglées ou pendues. Toutes ces aventures se déroulent sur une vaste planète autour de laquelle gravite la Terre à la façon d'une lune. Dans son autobiographie, ce qu'on pourrait se demander, c'est la place des fillettes est récurrente, prégnante dans cette œuvre. Or, dans son autobiographie, Darger cite très très peu de figures féminines, à l'exception de Jenny Turner. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Jenny Turner est décrite comme sauvage, rebelle, et comme une petite fille à qui il en coûte cher aux garçons qui la tourmentent. Alors voici ce qu'il écrit dans History of My Life. Il y avait là une petite fille du nom de Jenny Turner. J'ai pensé que je pourrais être attirée par elle, mais lorsque j'ai appris par d'autres personnes qu'elle avait des dispositions particulières, je me suis tenue à l'écart. J'ai eu des doutes pendant un moment, pensant qu'il la voulait pour eux et qu'il m'avait menti. Or, la vérité, c'est que le ciel devra bien aider tout homme qui grandira avec elle et l'épousera. C'est une sauvageonne et elle vous le fait savoir. En plus du contexte de guerre, Darger traversant de loin d'Amérique les 2 guerres mondiales, et en plus d'une courte expérience militaire qu'il fait en 1917, la figure de super-héros américain peut être mise en lien avec les Vivian Girls. En effet, Darger, passionné de presse, récupère tout ce qu'il peut dans les poubelles de sa ville et de son quartier. Or, en avril 1938, le premier Action Comics paraît, c'est un comic book dont l'éditeur est aujourd'hui connu sous le nom de DC Comics. Dans ce numéro apparaît Superman, premier super-héros. Il est possible que l'artiste ait associé son souci pour la maltraitance sur les enfants à son souci pour sa sœur, dont il ignore le destin, il ignore si elle a été bien traitée ou si elle a été maltraitée, à ces figures de super-héros. Comme Darger dire qu'il ne sait pas dessiner, c'est radical, mais en tout cas, il est considéré comme un dessinateur moyen. C'est un enfant qui n'a pas appris à dessiner, qui n'a pas pris de cours de dessin, qui n'a suivi aucun cursus officiel, quel qu'il soit. Il décalque ses personnages dans les journaux, dans des livres illustrés, les reporte et les peint à l'aquarelle ou à la gouache, ce qui permet d'expliquer le côté typique, archétypique des fillettes. Si vous les regardez, les coiffures, les visages, il y a un côté vraiment typique, 38, 40, années 50. Elles sont assez archétypiques à chaque fois de l'époque du modèle de fillette qu'on trouve dans la presse. Une technique qui lui sert aussi pour ses Blengins. Soulignons également le fait qu'il soit traumatisé par le drame arrivé à une petite fille, dont le cas est connu sous l'appellation de l'affaire Elsie Paroubek, retrouvée étranglée dans un canal de drainage, et dont le Chicago Daily News publie le portrait dans son édition du 9 mai 1911. Ce meurtre d'une fillette de 5 ans joue un rôle important dans ces différents plans de l'existence.
tant dans son univers objectif que dans sa création artistique. Elsie Paroubek, la jeune assassinée, devient Annie Aronberg dans son œuvre. Elle commande une faction armée des enfants rebelles et prend la figure symbolique de l'enfant assassiné qui elle-même incarne l'angoisse de Darger sur le devenir incertain ou en tout cas inconnu de sa sœur. Alors, plus il écrit, plus il cherche tout autant à connaître son monde intérieur qu'à le décrire. Il le découvre à mesure qu'il l'invente. Et là où on rejoint l'affaire Elsie Paroubek, qui devient dans son œuvre Annie Aronberg, c'est qu'il fait des cartes de ce monde intérieur, donc des cartes cartographiques, géographiques, et sur plusieurs d'entre elles figure le lieu Paroubek Lanes, non loin d'Aronberg Run, figure aussi Aronberg Hill, et figure Where Annie Aronberg was slain. Le meurtre d'Annie Aronberg a pour équivalent dans notre réalité l'assassinat d'Elsie Paroubek. Dans les années 1940, les scènes deviennent insoutenables. Les enfants innocents sont massacrés, crucifiés, étranglés, et ce sont des amas de corps nus et viscérés au sol quand ils ne sont pas suspendus sanguinolents. Il semble que les dernières années, son œuvre se fasse moins narrative, le texte disparaissant et l'ensemble s'apaisant soudain. La guerre devient un souvenir, elle s'éloigne comme l'orage, comme les tempêtes. Les fillettes sont revenues à une vie d'enfant, évoluent dans des paysages peuplés de papillons et de 1000 fleurs que Darger décalque dans des catalogues de vente de plantes. Du point de vue de la fluidité du genre, elle pourrait être considérée comme les premiers super-héros transgenres. Une perspective qui a été explorée dans une exposition intitulée Bed Twigs and Between Henry Darger's Vivian's Girls, à l'Intuit à Chicago. Dans le conte de Darger, l'armée de petits et doux enfants incarnant un spectre de genre. Ces écrits et dessins sont donc découverts par le couple Lerner, c'est Loger, et cette œuvre, tant colossale qu'émouvante, a occupé l'artiste pendant une 60aine d'années, relevant d'une technique de reproduction incroyable. Décalque, collage, dessin à l'aquarelle, toute technique étant mêlée et fusionnée au sein de cette œuvre. Darger écrit de 1910 à la fin de 1971 et produit une œuvre graphique qu'on peut dater de 1918 à la fin des années 60. Ce qui se rapproche le plus d'éléments de réponse sur les liens entre son réel et la fiction ne se trouve pas dans le réel objectif, qui est retranscrit dans ses textes autobiographiques, mais dans certaines pages de son univers de fiction. Par exemple, dans le premier volume de In the Realms of the Inwheel, Jack Evans et les Vivian Girls découvrent plus de 19 cahiers, donc dans le texte fictif, dans le conte. Evans identifie l'auteur par la mention manuscrite de ses noms et adresses. Que trouve-t-on comme mention manuscrite des noms et adresses? On trouve « Written by Henry Joseph Darger ». L'auteur identifié est donc le capitaine Henry Darger, précédemment reporter de guerre, qui est à la fois le narrateur impliqué du récit et l'auteur désigné du roman. In the Realms of the Inwheel, qu'écrit Darger, cette fois l'écrivain. Des ponts sont clairement mis entre l'auteur et l'auteur dans l'auteur. Il y a une mise en abysse de l'œuvre qui est d'ailleurs qui peut être extrêmement perturbante. De même, l'adresse qu'il indique, donc qui est l'adresse du Joseph Henry Darger du conte, l'auteur des 19 cahiers découverts, fait référence à son lieu de travail dans le réel objectif. Autrement dit, la découverte des manuscrits dans la fiction se situe dans un cercle de confusion qui unit réel objectif et imaginaire. C'est à partir de cette localisation que Darger va évaluer son œuvre. Les cahiers sont remis à l'oncle des Vivian Girls, Hanson, qui en affirme la valeur littéraire et qui dit « Je pense que je vais essayer de vendre ces livres et je les ferai publier. Il y a une grande fortune dans ces livres, il pourrait se faire 300 000 $ sur un seul d'entre eux, il y en a plus de 19 ici. Et j'aimerais acheter les photos aussi. » C'est ce qu'on trouve donc dans l'oncle fictif des Vivian Girls dans le conte de Darger. L'écrivain Darger, celui de la fiction, confirme la valeur de cette œuvre, de même que les images qui en sont l'illustration, et atteste par l'imaginaire de l'importance réelle de la totalité de sa création littéraire et picturale. Mais pour aussitôt en délimiter l'air, et pour dire que tout l'argent du monde, tout l'or des mines d'or, le monde entier, rien ne pourra acheter ces images.
Ces grandes compositions picturales, panoramiques et triptyques, contribuent du fait de leur forme même, en autant de décors théâtraux, à faciliter ce passage entre deux mondes. Et beaucoup de tableaux que j'avais mis dans mes slides et que je pourrais donc pas vous montrer sont des exemples de retour au vrai monde et sont des exemples d'éléments objectifs véritable univers. Par de nombreux tableaux, Darger atteste du passage de l'irréel au réel, soit un retour à notre monde et implique un mouvement continu de l'un à l'autre. Ces ponts du réel à l'imaginaire se retrouvent jusque dans l'imbroglio administratif et familial autour de sa naissance. Alors là, c'est incroyable. Il faut quand même savoir que Darger ne connaît pas le vrai Darger, celui de la vraie vie, du monde objectif, ne connaît pas le jour de sa naissance. Parce que figurez-vous que quand il est né, et que son père a déclaré administrativement sa date de naissance, il l'a confondue avec celle de son frère Arthur. Donc il y a un imbroglio total autour de la vie de cet homme. Un imbroglio administratif et familial. Donc il ignorera toujours le jour de sa naissance. Pour son identité, et là on retrouve ses singularités, alors qu'il est américain d'origine allemande, il revendique, avec une marotte aussi forte que la marotte pour la météo, une identité brésilienne. Surtout ne me demandez pas pourquoi. Dans ces tableaux, et administrativement, puisqu'il transforme Darger en Dargarius, et il l'endosse à l'occasion dans la vie quotidienne. Nathan et Kyoko Lerner rapportent chacun leur témoignage d'un même épisode, c'est-à-dire que peu avant le placement définitif de Darger en maison de retraite, au foyer Saint-Augustin pour personnes âgées, le couple et David Berglund, qui est un étudiant en art et qui est également un autre locataire des Lerner, lui organise une fête d'anniversaire. Et après avoir mangé le gâteau, Darger annonce qu'il va entonner un hymne brésilien pour la marche des enfants. Et il repart donc avec cette identité brésilienne qui est récurrente dans ses textes, où il déclare très régulièrement qu'il est né au Brésil, qu'il est brésilien. Et c'est assez, ça rejoint un petit peu l'imbroglio et le mystère autour du jour de sa naissance. Et ça rejoint un petit peu ces thématiques-là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai été très, très, très touchée par cette œuvre, par l'homme qui l'a composée. Et c'est pour ça que j'étais ravie de pouvoir venir vous en parler ce soir. Et on a du temps pour quelques questions, remarques ou toute observation que vous voudriez faire. Merci. Bravo, Raven. Merci, Cuervo. Merci. Je lis vos messages là sur le côté. Merci. Alors, moi, du coup, j'en ai une. Il a énormément écrit et bon, il n'y a pas grand monde du coup qui a lu la quantité d'écrits qu'il a, puisqu'en fait, il a créé une œuvre qui est picturale, mais qui est littéraire en même temps. Bon, toi, du coup, comment tu t'es intéressé là-dessus? Comment tu t'es intéressé à cet artiste en particulier? Je suis tombée en arrêt au musée d'art brut de Lausanne. J'avais eu une visite privée du musée d'art brut et de leur collection en 2018, avec des collections qui sont toutes magnifiques. Et d'un coup, j'arrive et je vois ces enfants et puis la personne à côté de moi qui dit « mais quelle horreur !» Et je vois ces couleurs acidulées, et je vois ces couleurs violentes de tempête, de guerre, et je tombe en arrêt, et la personne qui nous fait la visite raconte l'histoire, les 3 S, secret, solitude, parle du buffet, raconte l'histoire, et parle donc, et à partir de là, je me suis mis en tête de lire l'histoire de ma vie, qui est assez court, qui est un livre assez court, parce que ça reprend vraiment que quelques extraits, et puis j'ai trouvé la thèse de Xavier Mémojean, que j'ai lu aussi, et puis j'ai fouillé partout pour trouver le plus d'œuvres picturales possibles, les croiser avec les textes qui étaient accessibles, les croiser avec le contexte de la psychiatrie américaine, parce que vraiment, il est très difficile de lire son œuvre et de lire sa vie en le détachant de son contexte. Ça donne un éclairage que je trouve extrêmement important, et je me suis retrouvée face à ce petit garçon qui finalement a grandi totalement
enveloppé dans son monde intérieur, tout en se suradaptant et tout en faisant tout ce qu'il pouvait pour bien faire, mais avec un monde intérieur extrêmement riche. Et cette angoisse de la disparition de sa sœur qui a été adoptée, cette angoisse de la maltraitance, cette angoisse des mauvais traitements, mais dont il a finalement beaucoup plus pour les autres, puisque c'est des petites filles qu'on voit souvent massacrées, beaucoup plus pour les autres que pour lui-même. Lui-même témoigne très très peu de mauvais traitements. Alors si quand il travaille dans les hôpitaux de Chicago, il témoigne de supérieurs qui parfois sont grognons, mais ça reste extrêmement lacunaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Oui, c'était un artiste, mais un secret, dans le plus grand secret, et il a cumulé les œuvres d'art dans son petit studio. Et finalement, à la fin de sa vie, ses propriétaires, c'est ça qui est dingue dans son histoire, c'est qu'au final, ses propriétaires, au lieu de jeter tout ça, ils ont commencé à fouiller, à faire une archéologie. Tu te rends compte qu'à une époque où aujourd'hui on peut faire de l'art, on peut diffuser des techniques, on peut avoir accès à des mondes comme Second Life, tu te rends compte que lui, quand Nathan Lerner est venu le voir et lui a dit mais Henri, tu te rends compte tout ce que tu laisses, tu es un artiste, il a dit oui mais c'est trop tard. C'est tragique, c'est l'histoire d'une tragédie. C'est la tragédie d'un enfant devenu adulte qui aura toujours vécu dans son monde imaginaire et qui lui aura donné corps sans jamais pouvoir être un artiste, et en étant toujours prisonnier de sa classe populaire. Il faut vraiment comprendre le contexte social, médical duquel il vient. Parce que finalement, il n'a jamais pu le partager. Du coup, ce qu'on a un petit peu retenu aujourd'hui, c'est que chaque artiste aime et a envie de partager. Tout à fait, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à lui à chaque échange, tout à fait. Et lui, du coup, il a gardé tout ça pour lui toute sa vie. Oui. Qui, au final, est l'essence même de l'art brut. Oui. Un gros merci, en tout cas, Raven Sondal, pour cette conférence magnifique. Alors maintenant, on va faire la fête. Je crois qu'il est temps de faire la fête. Largement l'heure. C'était super intéressant. Merci, c'est vraiment très gentil. Donc, on va faire une petite DJ battle. Merci. Merci beaucoup. Et c'est suite du coup qui démarre. Des choses comme ça. Donc ça aura lieu dans un endroit très particulier, une forêt enchantée, un lieu qui accueille l'Afterfest. Et puis écoutez, je vais vous y emmener. On te suit, c'est parti. C'est moi qui démarre, alors on se retrouve là-haut. On se retrouve là-haut. Je coupe le stream.